Place au grand journal sur For You Télévision et au sommaire de ce journal, Tchad, dialogue national inclusif et souverain, les travaux reprennent. La première journée a été meublée par la validation du comité d'organisation et la lecture ainsi que l'approbation du règlement intérieur du dialogue national inclusif et souverain. La société civile reste cependant absente par certains groupes. Les tâches qui incombent à chacun ont été déclinées. Qui fera quoi? C'est à suivre dans ce journal. Et puis en Algérie, visite officielle d'Emmanuel Macron vers une coopération bilatérale. Le président français a foulé le sol algérien. C'est pour un séjour de 72 heures. Une visite qui marquera, je cite, une première étape. Fin de citation de la trêve. Après une brouille de plusieurs mois consécutifs aux propos jugés malveillants d'Emmanuel Macron envers le pouvoir algérien. Durant leurs échanges, Paris espère, ouverture des guillemets, lancer un nouvel agenda bilatéral construit en confiance et dans le respect mutuel. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur For You Télévision et on démarre avec l'information au Tchad où le dialogue national inclusif et souverain s'est ouvert le 20 août 2022 par le discours du président tchadien, le Mahamat Idriss Déby Itno. Un arrêt de 3 jours a été marqué cependant pour des raisons logistiques. Les travaux du DNIS qui visent à préparer l'après-transition ont repris le 24 août après-midi et se poursuivent ce jour au palais du 15 janvier à N'Djamena. Que s'est-il dit hier? Reportage. Après 3 reports, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont repris le 24 août après-midi. C'est un avant-projet qui a été proposé lors de ces échanges. Celui-ci facilitera la fluidité des débats et travaux. Il comporte 49 articles, lesquels sont repartis en 13 chapitres. Au titre 3, le temps de parole des différents délégués est reparti en 5 minutes par figure, ce qui peut être ajusté par le président du présidium si besoin. Les rapports synthétisés de chaque débat seront présentés aux séances prochaines dans le but d'une adoption. Les décisions, elles, sont prises par vote dont la nature est choisie par le présidium. Parlant de ce présidium, quelles en sont les compétences? Celui-ci se charge de prononcer l'ouverture, la suspension et la clôture des séances plénières, de veiller au respect de l'ordre du jour, du règlement intérieur. Il est aussi l'ordonnateur des dépenses dans le cadre du dialogue. Le présidium, qui conformément au chapitre 5, a une instance de direction des débats composée de 21 membres. Les 4 organes du DNIS sont également déclinés dans le chapitre 3 du document. Il s'agit de l'assemblée plénière, le présidium, les commissions thématiques et les commissions ad hoc. Ainsi, on peut dire que les premières marches ont été grimpées après la lecture et la publication du règlement intérieur du dialogue au palais du 15 janvier à N'Djamena. Le lancement des travaux a été ordonné le mercredi 24 août après-midi par le président du comité d'organisation du dialogue national, Atiek Ibn Oumar. Les travaux ont repris ce 25 août en milieu de matinée. La mise en place du présidium, composé de 21 membres, est à l'ordre du jour. C'est cette vingtaine qui conduira la suite des travaux. Le dialogue national inclusif et souverain s'est ouvert le 20 août 2022 avec pour objectif de préparer l'après-transition dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno, poser de nouvelles bases de paix et de réconciliation au Tchad. Des tâches qui s'annoncent lourdes quand on sait la réticence de certains groupes rebelles à la participation à ce dialogue, ainsi que l'interrogation qui plane quant au départ ou non à la fin du PCMT. Et arrêt à présent en Côte d'Ivoire où Pulchérie Balette, président de l'alternative citoyenne ivoirienne, en abrégé ACI, a été mise aux arrêts. Elle a été placée sous mandat de dépôt et déférée à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan le 23 août dernier. Selon son équipe juridique, 3 chefs d'accusation ont été retenus contre elle, à savoir entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d'Ivoire, ainsi que diffusion de fausses nouvelles de nature à attenter au moral des populations et pour terminer, atteinte à l'ordre public. Notre rédaction s'est penchée sur le sujet. Je vous propose le reportage signé Nguéné.
Face au laxisme, à l'inaction, voire au silence assourdissant des autorités ivoiriennes, Pulchéry Balé s'était pourtant bien montré volontaire afin de trouver une solution probante en rapport avec le dossier des 49 militaires récemment inculpés et écroués à Bamako. Consentait à présenter ses excuses publiques, les 49 militaires seraient libérés et la situation en resterait là. Si l'État de Côte d'Ivoire ne consentait pas à s'excuser, l'Assemblée nationale devrait demander une enquête parlementaire pour que toute la lumière soit faite sur cette situation embarrassante. Des pistes de solutions qui malheureusement ne verront le jour, les autorités ayant privilégié celles qui mènent aux intimidations et aux invectives. Si elle continue de faire ça, écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Mais ça, pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense que là, elle atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traîner le nom du président de la République. Non. De façon objective, que reproche-t-on exactement à Pulchéry Balé? La présidente de l'alternative citoyenne ivoirienne est-elle victime d'un système qui jusqu'ici a montré ses limites? Ou tout simplement, quand vous ne regardez pas dans la même direction que l'exécutif, vous êtes réduit au silence? Pourquoi quand c'est le peuple qui est lésé? Pourquoi quand c'est le peuple qui est mis en cause, on ne fait pas justice? Et quand c'est pour des histoires politiques, que tout de suite, on arrête d'abord et on cherche les faits pour accabler les victimes. Ce n'est pas intéressant. Jusqu'où ira l'affaire Pulchéry Balé en Côte d'Ivoire? Difficile de répondre pour l'heure sans avoir plus d'éléments sur l'information judiciaire ouverte devant le 10e cabinet d'instruction près du tribunal des premières instances du plateau. Et place à l'information du côté de l'Algérie. À présent, je vous l'annonçais en titre, le président Abdelmadjid Tebboune il a reçu d'ailleurs Emmanuel Macron qui séjournera 72 heures à Alger. Officiellement, l'objectif décliné est de lancer un nouvel agenda bilatéral construit en confiance et dans le respect mutuel des souverainetés respectives des deux États. Faute Ndedi a suivi pour nous cette actualité sans reportage. Dans un discours enrobé de finesse diplomatique, l'on perçoit très nettement les enjeux du moment qui contraignent les deux pays qui ont rarement manqué l'occasion de s'étriper à se retrouver pour tisser une nouvelle toile pour leurs relations. Du côté français, l'urgence socio-économique aujourd'hui est de faire face à la crise du gaz née de la guerre russo-ukrainienne. La flambée des prix du gaz consécutive aux sanctions occidentales contre le pays de Poutine et à l'inverse, la fermeture des vannes gazières en représailles à ces sanctions par la Russie fait donc courir la plus grande des menaces sur les pays européens, y compris la France. Celle justement de mourir de froid ou encore de faim, même si le porte-monnaie des ménages tient éloigné pour l'instant, ce péril, il n'en demeure pas moins que celui-ci plane au-dessus des têtes des Occidentaux comme une épée de Damoclès. Et donc, l'Algérie, qui dispose d'immenses réserves de gaz, est dans ce contexte une alternative importante. Et cela vaut bien qu'Emmanuel Macron, qui avait donc suscité il y a peu le courroux des autorités algériennes en accusant le pays de s'être construit sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire, ravale ainsi son orgueil de chef d'État pour aller chercher le souffle de feu nécessaire à son peuple. Il y avait d'autant plus urgence à le faire que de puissants concurrents font aussi les yeux doux à l'Algérie, en l'occurrence l'ogre chinois, vers lequel l'économie du pays s'est largement tournée. L'autre raison majeure qui pourrait expliquer le rapprochement entre Paris et Alger est sans doute la convergence de vues entre les deux capitales sur la question malienne. L'on se souvient que dans la soirée du 31 juillet dernier, le chef de l'État algérien avait alors appelé les militaires au pouvoir à Bamako à retourner dans les meilleurs délais à la légalité et bien sûr et à mettre en application l'accord d'Alger. Tant que l'accord d'Alger ne sera pas appliqué, les problèmes au Mali persisteront. C'est du moins ce qu'avait donc laissé entendre le chef d'État algérien.
Et à présent, accord bilatéral dans ce journal entre le Mali et les États-Unis en vue de lutter contre le pillage des sites archéologiques et le trafic illicite des objets culturels au Mali. Bamako et Washington ont signé pour la 7e fois un protocole d'accord d'urgence sur la restriction à l'exportation des matériels archéologiques ainsi qu'à la mise en exposition des objets archéologiques saisis par la douane américaine et retourné au Mali. Noira, qui a suivi pour nous cette actualité, nous en fait le reportage. C'est depuis le 19 septembre 1993 que les États-Unis et le Mali ont signé pour la première fois un protocole d'accord sur les restrictions à l'importation de matériel archéologique de la vallée du Niger et des falaises de Ban Diagara, lequel sera conclu en 1997 par un accord bilatéral entre les deux pays renouvelé tous les 5 ans. Pour l'ambassadeur américain, ces restrictions à l'exportation visent à réduire l'incitation au pillage et au trafic illicite d'objets culturels maliens. Il y a une double cérémonie. Alors nous avons commencé avec la signature d'un accord de continuation d'un accord fait entre le gouvernement américain et malien pour bloquer l'exportation illicite des pièces historiques culturelles du Mali. Et cette exposition, c'est le fruit de cet accord, parce que toutes les pièces ici étaient prises par la douane américaine qui ont vu que les conditions des exportations étaient illicites. Ils ont pris et en coopération avec le gouvernement malien, nous avons retenu. Pour ce qui est du gouvernement malien, représenté par le ministre de la Culture qui présidait la cérémonie, le Mali est confronté au pillage de ces sites archéologiques et au trafic qui a connu une recrudescence consécutive à la crise et à l'insécurité résiduelle qui se sont installées depuis 2012 comme bon nombre de pays. Et ceci prend l'allure d'une véritable catastrophe pour les Maliens du présent et de l'avenir, soucieux de connaître les traces laissées par leurs ancêtres depuis tant de millénaires. Occasion pour Ndongoli Guido de saluer ce partenariat avec les États-Unis. C'est pour moi un bonheur et un immense plaisir de présider cette cérémonie de vernissage pleine de signification, car elle démontre encore une fois que la restitution des biens culturels n'est qu'une question de volonté et de géographie culturelle, et ce n'est que justice, car il s'agit avant tout d'accès du peuple à sa culture, surtout pour notre jeunesse, d'accéder à la créativité et à la spiritualité d'époque lointaine. Notons qu'au sortir de cette cérémonie, l'ambassadeur Hankins s'est réjoui de la collaboration existante entre le Musée national du Mali et un large portefeuille des musées américains. J'ai vu avec le directeur de ce musée, il y a assez de coopération avec les musées américains parce que c'est important que le Mali peut avoir la culture malienne connue à l'extérieur. Pour ce qui est de l'exposition mettant en vitrine plus de 900 objets archéologiques saisis par la douane américaine au profit du Mali, le diplomate américain accrédité à Bamako et le ministre malien de la Culture ont relevé que cette exposition permettra l'information et la sensibilisation des Maliennes et Maliens à lutter contre le pillage des sites archéologiques et la vente illicite des biens matériels. Et l'actualité au Soudan nous permet de parler de diplomatie. À présent, l'ambassadeur des États-Unis au Soudan depuis 25 ans a pris fonction dans ce pays d'Afrique du Nord-Est. C'était le 24 août 2022. Il s'agit d'un nouveau signe de détente dans les relations bilatérales entre les deux pays depuis que Washington a retiré Khartoum de sa liste des États soutenant le terrorisme. John Godfrey, puisqu'il s'agit de lui, arrive cependant dans un contexte où le Soudan est confronté à des troubles sécuritaires. Les défis sont déclinés dans cet élément. Signé Nguéné, regardez. Il est le premier ambassadeur américain au Soudan en 25 ans. John Godfrey est finalement arrivé à Khartoum et il doit s'employer, selon un communiqué de l'ambassade américaine, à renforcer les relations entre les peuples américains et soudanais, soutenir leurs aspirations à la liberté, la paix et à la transition vers la démocratie. Il s'agit donc d'une nouvelle reconquête pour les États-Unis au Soudan, où les liens entre les deux pays s'étaient nettement détériorés sous le règne de l'ancien président Omar el-Béchir, Washington ayant imposé à l'époque des sanctions économiques draconiennes à Khartoum. En 1993,
les États-Unis ont inscrit le Soudan dans la liste noire des États soutenant le terrorisme. Une longue traversée du désert qui n'a décidément été bénéfique pour personne. Il était donc impératif d'agir dans l'urgence après l'éviction d'Omar el-Béchir. Le gouvernement de transition de l'époque, dirigé par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, avait entrepris des démarches dans ce sens-là en décembre 2019 à la faveur d'une visite à Washington. En attendant de mener à bien les missions qui lui sont assignées, John Godfrey arrive dans un contexte où le Soudan est confronté à de troubles sécuritaires et à une économie en chute libre depuis octobre 2021, date marquant l'arrivée au pouvoir du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan. Merci Nguéné. Et encore coopération dans ce journal. Et cette fois-ci, entre la Chine et l'Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé que Pékin efface l'ardoise des dettes contractées par plusieurs pays africains arrivées à échéance en 2021. Près de 150 milliards de dollars sont estimés. Une décision qui intervient alors que la Chine est accusée par l'Occident de nourrir des partenariats en contrepartie opaque. Les détails sont dans cet élément. Pékin ne veut pas seulement annuler la dette chinoise en Afrique, mais également souhaite renforcer son implication sur le continent et apporter des aides alimentaires, économiques et militaires, ainsi que soutenir l'Union africaine dans son entrée prochaine au G20. Il y a quelques jours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé que la Chine comptait annuler 23 prêts sans intérêt arrivés à échéance en fin 2021. Ceux-ci sont repartis dans 17 pays d'Afrique. Même si le montant et les pays concernés n'ont pas été officiellement cités par le gouvernement chinois, il peut être estimé à plus de 150 milliards de dollars, somme prêtée en Afrique depuis le début du XXIe siècle, notamment par la China Exim Bank à hauteur de 60%. Et la China Development Bank, avec une participation d'un taux de 25%. Quant au pays, l'on note que la Chine est en pole position des créanciers bilatéraux de la République démocratique du Congo à 42%, du Cameroun à 29%, de la Zambie et du Togo, respectivement à 25 et 24% pour ne citer que cela. Et si Pékin est accusé d'accorder des sommes exorbitantes avec des reparties opaques par l'Occident, il a tenu à rappeler qu'en 19 ans, la Chine a annulé des milliards de dollars et restructuré environ 15 milliards de dollars de dettes, donc 5,7 milliards dans le cadre du plan d'allègement de la dette du G20. La Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique depuis plusieurs années et continue d'être l'ennemi à abattre en Afrique en termes de partenariat et de coopération sur le territoire par les États-Unis et la France. Pékin a déclaré vouloir mettre en place aujourd'hui une, je cite, coopération multipartite avec l'Afrique qui apporte des résultats gagnant-gagnant. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés sur For You Télévision. L'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Niamey.